Il n'y a pas un nuage de Tchernobyl du travail, de l'envie de travailler qui s'arrêterait aux frontières françaises. Il n'y a pas de raison que les Allemands, qui ne sont pas très différents de nous, les Suédois ou d'autres, travaillent plus, ou les Portugais, aient plus envie de travailler que nous. Si vous payez mieux les salariés, si la part de l'argent qu'on consacre aux salariés leur revenait davantage dans leur poche, on aurait une bien plus grande incitation à travailler. Et l'autre phénomène, c'est probablement que le management à la française est moins responsabilisant, moins motivant, moins soucieux des salariés, on a un tas d'études là-dessus, que dans des pays voisins. Donc si d'un côté, vous n'êtes pas bien payé et que de l'autre, vous n'êtes pas bien traité, la motivation pour travailler est faible, mais c'est pas que culturellement les Français sont des feignants, pas du tout. Et d'ailleurs, quand vous créez les conditions du travail, les gens travaillent énormément. Si votre employeur vous augmente de 100 €, vous n'allez toucher que 43 €. Donc la majorité de l'argent qu'on verse pour vous ne va pas revenir dans votre poche. Donc pourquoi voulez-vous qu'on ait envie de travailler si l'essentiel de votre travail rémunère d'autres que vous, c'est-à-dire les cotisations sociales et les impôts? En vérité, en France, on a choisi, nos gouvernements ont choisi d'imposer d'abord les revenus du travail au détriment des salariés plutôt que d'autres ressources qui pourraient nous ramener cet argent. Et chacun d'entre nous peut faire l'expérience, vous regardez votre feuille de paie, vous regardez en haut ce qu'a payé votre employeur, vous regardez en bas ce que vous avez touché et vous comprenez où est le problème. Si chacun d'entre nous étions augmenté de 10 ou 20%, le visage de la France serait changé parce que notre incitation à travailler serait bien plus grande. Votre livre parle d'économie, mais cette question du travail, il y a aussi une dimension, disons, philosophique. Une question très simple, c'est peut-être pourquoi travaille-t-on ? On travaille d'abord de manière matérielle parce que c'est ce qui nous permet de gagner des revenus, qui nous permettent de vivre plus heureux qu'on ne vivait. Quand vous regardez la civilisation moderne qui a développé la production et la productivité, ce qu'on a appelé la croissance, que certains contestent, elle a bien sûr eu des dommages, par exemple sur l'environnement, mais globalement, elle a allongé fantastiquement l'espérance de vie, elle a fait baisser la mortalité infantile, elle a amélioré la santé, elle a permis de financer une protection sociale très considérable, elle a augmenté le niveau d'éducation. Donc notre système économique occidental, disons, pour le qualifier rapidement, a fait que nous sommes dans une situation qu'aucune génération depuis la naissance de l'humanité n'a connue. En termes de bien-être, en termes de loisirs, en termes de niveau de vie, en termes d'alphabétisation, en termes de consommation de la culture. Donc c'est d'abord pour ça qu'on travaille. Ensuite, je crois que, je ne suis pas psychologue et ça n'est pas ma spécialité, mais tous les travaux dont on dispose montrent que le travail, sous certaines conditions, quand c'est pas la mine, quand c'est pas l'esclavage, le travail dans lequel on s'épanouit est une source d'accomplissement pour les individus. Parce qu'on se dépasse, parce qu'on produit des choses utiles, parce que ça donne du sens à son existence. Évidemment, moi quand j'entends travailler plus, la France doit travailler plus, je pense au fameux travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy lors de sa campagne présidentielle de 2007. C'était il y a quand même 18 ans. Pourquoi on en est encore à parler de ça 18 ans plus tard ? Eh bien parce qu'on n'a pas pris la mesure du sujet numéro 1, c'est qu'en effet quand on compare la France aux autres pays, nous sommes le pays développé qui travaille le moins en nombre d'heures de travail par habitant. Très important par habitant. Ça n'est pas que moi, vous, la boulangère, l'infirmier, le paysan, l'ouvrier ne travaillent pas. En durée individuelle du travail, les Français travaillent un peu moins que les autres, mais ça n'est pas le sujet majeur. Le sujet majeur, c'est que nous sommes moins nombreux à travailler que les autres. Si on se compare avec l'Allemagne, c'est frappant. On a 6 Français sur 10 qui ne travaillent pas. Donc la charrette France, c'est 4 Français qui bossent et qui tirent un véhicule sur lequel sont assis 6 Français qui ne travaillent pas. Les chômeurs, mais ça c'est pas de leur faute, les autres non plus d'ailleurs. Les jeunes en formation, parce qu'on a beaucoup moins d'alternance que les Allemands. Les personnes qui restent au domicile, au foyer, principalement des femmes, parce qu'à la différence des Allemands, elles ont très peu de petits jobs complémentaires. Et puis la question de la retraite, on a une retraite plus précoce. Et donc là où l'équipe d'Allemagne de foot
dans le match de la fabrication de richesse, aligne 11 joueurs, nous, on en aligne 8. Donc ils dribblent, ils se battent, ils se font des passes, mais comment voulez-vous qu'on gagne à 8 contre 11 ? Parlons, si vous le voulez bien, des solutions, parce que vous en donnez des solutions. Les solutions, elles sont assez claires. On a disons, 5 trucs à faire. 1, développer l'alternance. Développer l'alternance. On a beaucoup moins d'alternance que les Allemands, et donc si on avait le même taux d'activité, c'est-à-dire le même nombre de jeunes qui travaillent que les Allemands, on aurait déjà réglé une partie du problème. Donc, développer l'alternance. Deuxième point, développer le temps partiel. En effet, en France, le temps partiel choisi, c'est 8% des salariés. En Allemagne, c'est 20%. Et quand vous interrogez les salariés allemands sur leur satisfaction, ceux qui sont en temps partiel, 90% d'entre eux sont heureux de leur temps partiel. Ça concerne qui ? Ça concerne des gens, souvent des femmes, qui ont choisi de rester au foyer, à domicile, mais qui veulent tout de même avoir une activité. Donc c'est une activité de complément. Et qu'est-ce qu'ont fait les Allemands ? Ils ont fait en sorte que ce soit attractif, notamment sur le plan fiscal et sur le plan des charges sociales, pour que, là encore, ça soit simplement mieux rémunéré, tout simplement. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. Une fois encore, il ne s'agit pas du temps partiel subi, il s'agit de ceux qui veulent avoir une modalité de travail qui soit pas forcément le temps complet. La troisième chose à faire, on est en train de la faire, c'est reculer l'âge de départ en retraite, mais je reviens à mon point précédent. Si les salariés à qui on propose de reculer l'âge de leur retraite avaient 20% ou 15% de cotisations sociales ou d'impôts en moins sur leur revenu du travail, donc 15% de revenus en plus, je suis sûr que leur appétit pour retarder l'âge de départ en retraite serait très différent. Et puis, on a donc cette chose à faire, c'est la quatrième massivement, c'est déplacer les impôts et les taxes du revenu vers d'autres ressources moins productives. C'est trouver d'autres ressources, c'est alléger les impôts et les taxes sur le travail. Pas forcément alléger les revenus, les recettes publiques, mais au moins alléger les impôts sur le travail et les cotisations sur le travail pour que le salaire net des salariés soit plus élevé. La dernière chose à faire, c'est l'éducation, mais ça, c'est un vaste programme. Il faudrait qu'on arrive à réformer notre système éducatif, et là, je dois dire que c'est moins évident que les points que j'ai évoqués précédemment. La question du temps partiel, par exemple, c'est une vision du monde. Il n'y a pas le risque de développer le salarié pauvre ? On est heureusement dans l'un des pays les plus protégés du monde, dont le code du travail est le plus épais de tous les pays du monde. Donc il faut que ce temps partiel soit encadré. Mais il faut aussi que ceux qui en ont envie soient incités à le faire par une rémunération attractive. Est-ce que l'ubérisation du monde est quelque chose de bénéfique pour vous ? Pas forcément, parce que si l'ubérisation, c'est la transformation du contrat salarial avec ses protections en contrat d'auto-entreprise sans aucune protection, sans couverture sociale, sans application des règles du droit du travail, moi, je n'y suis pas favorable. Mais entre l'ubérisation et l'excès de réglementation, il y a une étude récente faite par Harvard qui montre que on est le champion du monde de la réglementation en France, du monde, des pays occidentaux en tous les cas. Entre l'un et l'autre, il y a peut-être un équilibre à trouver. Et de la même manière, quand je dis qu'il faut qu'on réduise la part des cotisations et des impôts sur le travail et les revenus du travail, je ne dis pas qu'il faut qu'on réduise notre protection sociale. Il y a peut-être sans doute des économies à faire ici ou là. Je dis qu'il faut qu'on trouve une assiette qui soit moins défavorable à la production. Donc je ne remets pas en cause notre modèle social que je trouve remarquable, exemplaire et qu'il faut qu'on défende. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que si on n'attaque pas la question du travail, qu'on va remettre en cause notre modèle social. Et d'ailleurs, on le voit. Vous voyez que maintenant, compte tenu de notre dette, on est obligé de faire des coupes sombres dans les dépenses publiques. Donc, si on ne produit pas de richesse, on va être obligé de taper dans les dépenses.